Bonjour à tous, bienvenue dans cet atelier qui va être consacré à la littérature jeunesse et aux questions de société. Quelles représentations de l'enfance vont être véhiculées? Alors je vais vous demander tout d'abord à tous les intervenants qui sont nombreux de vous présenter en quelques minutes, d'expliquer votre relation avec la littérature jeunesse et de vous présenter très rapidement en fait. On va commencer comme ça. Bonjour, donc je suis Aline Eisenegger et je travaille au Centre national de la littérature pour la jeunesse, qui est un service intégré aujourd'hui à la Bibliothèque nationale de France depuis 2008, mais qui existe, on va fêter les 50 ans. Ça s'appelait pour les anciens La joie par les livres. Donc c'est un service qui a une salle de lecture dédiée à la littérature pour la jeunesse, donc des tout petits jusqu'à 16 ans, 17 ans. Donc dans cette salle, on a les livres, les nouveautés, ce qu'on appelle une bibliothèque idéale, qui est une sélection des meilleurs livres disponibles, des livres un peu nostalgie, avec des livres qui ont compté avant les années 80, on va dire, et des études sur la littérature pour la jeunesse. Donc on publie aussi une revue qui s'appelle la revue des livres pour enfants, que j'imagine toutes les bibliothèques en France ont un exemplaire, en général sous le coude des bibliothécaires plutôt qu'en libre accès. Et je vous ai apporté un numéro pas tout à fait au hasard, qui est le numéro 268 de décembre 2012, dont le dossier était Fiction pour la jeunesse, miroir de la société. Et en plein dans le thème que nous allons aborder. Bonjour, donc je m'appelle Audrey Michelson, je travaille pour les bibliothèques intercommunales de Val-de-France dans le Val d'Oise, qui correspond aux bibliothèques de Garges-les-Gonesse, Villiers-le-Bel, Arnouville, Sarcelles, Gonesse. Et je fais également partie du groupe Légothèque, qui est un groupe au sein de l'ABF, l'Association des bibliothécaires de France, qui travaille autour des questions de lutte contre les stéréotypes. Donc je pense que j'aurai l'occasion d'en parler ultérieurement, mais on développe plusieurs outils à destination des professionnels, donc des bibliothécaires, pour essayer de travailler sur ces questions-là, que ce soit littérature jeunesse ou littérature adulte, ou voilà, toute question qui se pose autour des stéréotypes en bibliothèque. Bonjour, donc moi je m'appelle Vincent Wagner, je suis auteur, illustrateur, dessinateur de bande dessinée depuis presque 15 ans. J'ai publié une quarantaine d'albums en national et région et en international, chez une dizaine d'éditeurs différents. En jeunesse, évidemment, c'est pour ça que je suis là. Mais aussi en bande dessinée, ado, adulte. Florent Candin, donc j'ai cofondé cette année une maison d'édition spécialisée en albums illustrés pour enfants de 2 à 6 ans. Et le nom de la maison d'édition, c'est les éditions Père Fouettard. Donc je pense que le nom de la maison peut aussi un peu interpeller le débat d'aujourd'hui. Dans cette maison, comme c'est une petite structure, ce qui est intéressant, c'est que je peux m'occuper de tout, donc fabrication, relation avec les auteurs, droits étrangers. Et d'ailleurs, ça m'a permis grâce aux droits étrangers, de poser quelques questions aussi. Je vais peut-être y revenir tout à l'heure sur comment ça se passe, quel est l'état du débat qu'on a aujourd'hui en France à l'étranger. Et puis, par ailleurs, j'ai une autre casquette, puisque je suis représentant Actes Sud dans l'Est de la France. Et par mon métier, donc j'ai été amené à promouvoir des ouvrages dont il va être question, je pense aussi tout à l'heure, comme Tous à poil. Bonjour, je suis Sylvie Matuisieux, j'écris des livres pour les enfants de 3 ans. Je travaille avec une quinzaine d'éditeurs aussi, nationaux, locaux, internationaux. Je crois que je dois être à une 50aine d'ouvrages et j'étais d'abord juriste, mais je ne le suis plus du tout.
Bonjour, donc pour finir, Aline Cardo, et je représente les éditions Calicéphale, qui sont spécialisées dans les kamishibai, qui sont des théâtres d'images, donc une version un peu différente des albums, et on y reviendra par la suite tout au long du débat. Merci beaucoup. Alors, de manière liminaire, je vais vous dire, c'est peut-être une déformation journalistique, mais l'intitulé de cet atelier, il m'a rappelé un événement de manière tout à fait implicite, mais très explicite, de février 2014, avec la réaction de Jean-François Copé, qui était alors président de l'UMP, donc personnalité politique de premier plan, qui s'était attaqué avec grande virulence à Tous à poil. Il avait dit, je vais le citer, « Chaque page est dédiée à déshabiller une personnalité qui chaque fois incarne l'autorité ». Il cite ensuite la maîtresse, la babysitter, le policier, le président directeur général, et conclut, ça revient à dire aux enfants, ben voilà, l'autorité ça ne vaut rien, car tout le monde sait depuis toujours que l'habit est un élément de distinction, et le cas échéant de l'autorité, c'est le résultat d'une production idéologique parfaitement connotée. Marx est mort, mais il fait des émules, et c'est ça qu'il faut combattre. Polémique française récente, qui fait suite à d'autres polémiques, dont peut-être la plus célèbre était en 2005, donc il n'y a pas si longtemps, un album qui s'appelait Jean à deux mamans, qui était une réflexion justement sur un couple lesbienne qui avait un enfant, qui était pour les enfants. Et je voulais savoir, tout d'abord de façon extrêmement simple, vous, en tant qu'acteur du livre jeunesse, de la littérature jeunesse, quelles ont été vos réactions personnelles, vos réactions dans le cadre de votre activité? Chez vous, par exemple, Audrey Michelson, vous avez, dans le cadre de la Légothèque, réagi très officiellement à ces prises de position. Oui, au sein de... Alors déjà, l'ABF a fait paraître un communiqué immédiatement suite à l'intervention de M. Copé pour resituer les missions des bibliothèques et préciser la notion de pluralité des collections, de professionnels du livre, dans le sens où il y a une charte documentaire, il y a une politique documentaire au sein des bibliothèques. On n'achète pas un livre pour des raisons idéologiques, mais parce qu'il a sa place au sein d'une collection et qu'il reflète une réalité sociétale, par exemple. Et ensuite, au sein du groupe Légothèque, on a travaillé un dossier à destination des bibliothèques pour leur donner... j'allais dire des armes, mais c'est peut-être pas le terme approprié, des outils pour argumenter, que ce soit face au public ou face aux élus, puisque en tant que bibliothécaire, on se trouve confronté à une tutelle qui peut avoir un point de vue différent, à des élus qui ont des orientations politiques, et puis aussi à des lecteurs qui s'inquiètent des livres qu'on donne à lire à destination de la jeunesse, enfin bon voilà, on en parlera. Donc on est revenu sur les textes fondamentaux, la charte de l'UNESCO, la charte des bibliothèques, et un argumentaire, les inciter donc à mettre en avant leurs outils professionnels, à leur montrer que, voilà, encore une fois, les livres ne sont pas achetés au hasard, et voilà. C'était vraiment là-dessus qu'on a travaillé, plus que sur l'argumentation, le point de vue moral, éthique, etc. C'était se repositionner en tant que professionnel et montrer que notre choix se justifie professionnellement. Je sais qui veut intervenir sur cette question, la réaction à... Oui. Ce choix que Jean-François Copé a fait de choisir Tous à poil, ça prouve aussi que le livre conserve une charge symbolique très forte dans notre société. Parce que M. Copé, il a voulu surfer sur un mouvement politico-religieux qui s'opposait au mariage gay, et donc il s'est dit, bon, comment faire parler de moi? Bon, il a choisi le livre, c'est pas anecdotique, donc ça aussi je trouve ça intéressant. Et ensuite, vous avez dit que c'était un débat français, et c'est vrai, mais moi, par curiosité, comme dans notre maison d'édition, on a publié cette année un auteur brésilien et un auteur américain, je leur ai posé la question de savoir comment ça se passait chez eux. Et en fait, c'est exactement la même chose. Aux États-Unis comme chez nous, on a vu des parents organiser une association, se rendre dans des bibliothèques pour mettre hors de portée des enfants des livres considérés comme dangereux, souvent parce qu'ils parlaient d'amour gay ou d'adoption par des couples homosexuels.
Au Brésil, c'est encore différent, parce qu'au Brésil, il y a très peu de livres qui se vendent en librairie. Par contre, l'État investit massivement dans la culture, et donc il y a énormément d'achats de livres à destination des écoles. Et donc là, quelque part, c'est encore pire, c'est-à-dire que les éditeurs s'autocensurent, ils se disent « Oh là, il ne faut pas que j'aborde certains sujets comme celui-ci, parce qu'on ne va pas me les acheter dans des écoles publiques. » Donc les débats existent ailleurs que chez nous. En fait, tout le monde sait que le résultat de l'intervention de Copé, ça a été que le bouquin a été réédité, réimprimé, et qu'il a été vendu d'une manière tout à fait énorme. Donc moi, j'avais juste envie de dire par rapport à ces sujets-là, qu'il ne faut pas non plus que... d'une part, d'abord, en préalable, c'est vrai que la censure bête et méchante sur des sujets de société qui sont importants et auxquels les enfants sont de fait confrontés ne doit évidemment pas exister. Ça serait une vraie connerie. Mais il ne faut pas non plus, je crois, que ce type de question soit l'arbre qui cache la forêt. Je crois que la littérature de jeunesse, c'est beaucoup plus que ça. Oui, moi j'ajouterais que non seulement c'est plus que ça, mais je crois que sincèrement les gens s'en fichent un peu de ce que pense un homme politique en matière de littérature jeunesse. Se moquer de l'autorité, on fait ça depuis des siècles, que ce soit dans les contes pour enfants, que ce soit dans la littérature en général. Je prends l'exemple le plus évident qui vient, c'est les habits neufs de l'empereur, où on déshabille l'empereur, on le met totalement à nu, il se balade au milieu de ses ouailles, il se ridiculise. Les enfants connaissent très bien ce conte, ils en rient. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait plus rire de ces choses-là aujourd'hui? Et pourquoi ne pourrait-on pas simplement accepter de reconnaître que finalement derrière un costume, eh bien, il y a un être humain qui nous ressemble dans sa simplicité, dans sa fragilité. Voilà, ce n'est qu'un habit, et comme dit d'ailleurs Monsieur Copé, c'est qu'un instrument, enfin l'habit n'est qu'un moyen de statut social. Justement, pour rebondir sur les propos de Vincent, nous, au sein de notre maison d'édition, nous allons faire prochainement les habits neufs de l'empereur, et la question de la représentation donc, de l'image finale est encore sujette à beaucoup de questionnements pour l'illustrateur et pour nous, parce que nous faisons des livres qui sont énormément diffusés dans le scolaire, sans être de l'édition scolaire, et c'est vraiment une question sur la représentation de l'empereur nu qui est vraiment... on ne sait pas comment le traiter dans les contes classiques, l'empereur était nu, et on sait pertinemment qu'on va avoir de la part des enseignants des récriminations par rapport à la façon dont on va le représenter. Et justement, Vincent, quand on a voulu vendre les droits pour le Garou Hibou, qui était un kamishibai illustré par Vincent Wagner, lors de la vente de droits, les éditeurs à qui nous avons vendu l'album ont voulu enlever toutes les représentations de pirates, donc c'est une histoire de pirates, toutes les représentations de pirates qui buvaient de l'alcool sur le bateau. Voilà. Alors que les enfants dans les dessins animés, c'est même allé beaucoup plus loin, puisqu'ils ont retiré toutes les bouteilles de rhum. Voilà. Oui, exact. Toutes les références à Stevenson et à la ritournelle de Stevenson. Les pirates pochetrons ont été littéralement supprimés des images. Il y a une véritable censure au niveau de... C'est pas qu'une question de politique, éducation. Ouais. Dès qu'on rentre dans le scolaire, on a vraiment, comme vous disiez, avec le Brésil, et on a vraiment cette question en tant qu'éditeur, où est-ce qu'on peut aller? Parce qu'on sait que derrière, même encore aujourd'hui, en passé 2010, on a toujours, on peut pas faire ce qu'on veut, écrire ce qu'on veut, alors que c'est quand même une question pas seulement politique. Alors on leur a fait enlever les bouteilles de rhum, mais je suis sûre qu'on leur a pas fait enlever les armes. Oui, c'est ça. Exact. Et moi, ce que je trouve super intéressant, c'est que il y a une loi de censure en France, la loi de 1949, qui concerne les publications à destination de la jeunesse. C'est une loi qui est encore appliquée, avec une commission de 30 personnes qui peuvent être saisies pour savoir si on considère qu'un ouvrage est choquant, on peut les saisir.
Mais en fait, cette commission, elle censure. Ça fait des années qu'elle a pas. Voilà. Par contre, ce qu'il y a, c'est de l'autocensure, parce qu'on se dit, est-ce que ça va pas choquer nos lecteurs, est-ce que ça va pas choquer les établissements scolaires qui sont nos clients. Et c'est marrant de voir que l'autocensure est beaucoup plus forte que la vieille censure qui date de 1949. Oui, alors effectivement, on reconnaît un livre pour la jeunesse à ce qui a écrit qu'il est soumis à la loi de 49. Je n'appellerais pas vraiment une loi de censure, plutôt une protection de l'enfance. Voilà, en fait, ça concerne surtout un non-affichage. C'est surtout appliqué dans la presse. S'il y a quelque chose de choquant dans Harakiri, ne l'affichez pas. Voilà. Après, je doute que ces gens lisent vraiment. Moi, ce que je reproche, ce que je déplore par rapport aux deux titres dont vous venez de citer, c'est que ce sont des titres qui sont un peu c'est banal dans l'histoire. Ce ne sont pas des titres majeurs. Et alors, on met la littérature de jeunesse, finalement, ça devient ça, ce qui est vraiment, c'est leur faire beaucoup d'honneur et beaucoup plus de on leur fait dire plus de choses qu'ils ne disent. Alors, évidemment, ce sont des gens qui ne connaissent rien, la littérature de jeunesse, qui les brandissent. Nous, je travaille au sein de la Bibliothèque nationale de France. Du coup, le président, qui se fout complètement, évidemment, de la littérature de jeunesse dans cette noble maison, panique. Qu'est-ce que vous en avez dit? Donc nous, on a ressorti la critique qu'on avait fait à l'époque, et qui disait ni de bien ni de mal, et ça reste très très banal. Et je pense que la littérature de jeunesse, c'est pas que ça, et c'est pouvoir parler de ces choses-là, c'est une liberté. Et dans la littérature de jeunesse, normalement, on a un espace de liberté qu'on n'a pas ailleurs, jusqu'à temps que des censeurs, Marie-Claude Monchon était un célèbre dans les années 80, viennent mettre leur nez dedans. Ça arrive tout le temps, tous les 15 ans, puis après, on n'en parle plus, on passe à autre chose et on s'intéresse à des choses plus intéressantes. Mais je pense qu'on en parlera d'autant moins que ce ne sont pas des livres destinés à provoquer, contrairement à ce que certains cherchent à faire croire. Oui, pour insister sur ce que vous disiez, j'irais même plus loin que parler de gens qui n'y connaissent rien en littérature jeunesse. Moi, je m'interroge même sur leur connaissance de l'enfant. Parce que pour reprendre l'exemple de Tous à poil, je ne crois pas que les enfants aient attendu ce livre ou l'intervention de Monsieur Copé pour imaginer leur maîtresse à poil. Clairement non. Voilà. Au moins en maillot de bain. Donc, il me semble que la littérature jeunesse, elle s'adresse aux enfants et que avant de s'adresser aux parents et avant de s'adresser aux enseignants, et qu'il faut d'abord voir le regard que eux vont porter sur ce qui est lu, éventuellement les accompagner. Voilà. J'imagine difficilement un enfant lire ce livre-là ou lire Jean à deux mamans en se disant que c'est le modèle obligatoire. Il faut maintenant se marier avec une femme quand on est une femme. Et voilà. Enfin, je pense qu'il y a une dérive qui se fait dans l'interprétation. Jean à deux mamans a simplement pour but de montrer que oui, il y a des modèles de famille différents, c'est une réalité que moralement, éthiquement ou je ne sais quoi religieusement, on l'accepte ou pas, c'est un fait. Donc simplement, ce livre traite de quelque chose qui existe et de la façon dont on peut réagir à ça. Voilà. Justement, ce que vous dites me fait penser au fait qu'il y a peut-être une confusion aujourd'hui qui perdure en fait. On a toujours l'image que la littérature jeunesse est faite pour éduquer entre guillemets les enfants. Elle est faite pour être un peu morale, éducatrice, une sorte d'alliance un peu bizarre du plaisir et de l'intelligence, ou ce serait apprendre en s'amusant. Et est-ce qu'aujourd'hui cette littérature, quel rôle elle rend compte de l'état de la société? Alors moi je pense à un de vos livres, Sylvie, où vous avez écrit Burke, encore des légumes. On aborde quelque part un thème de santé publique, et il y a quand même la volonté C'est pas celui que j'aurais choisi comme livre à message parmi mes bouquins Burke, encore des légumes. Mais
Justement, est-ce que la littérature jeunesse a encore une fonction éducatrice, ou est-ce qu'elle doit l'avoir, ou est-ce qu'elle rend simplement compte d'aujourd'hui de l'état de la société? Non, c'est absolument pas écrit pour ça. J'ai pu de temps en temps écrire des choses avec l'envie de partager une idée ou de susciter une réflexion, certainement. Pas pour Burke encore des légumes. Burke encore des légumes, c'est un truc, c'est une histoire d'une petite fille qui voudrait manger que des pâtes matin, midi et soir, et sa maman qui aurait bien voulu être diététicienne se désespère et voudrait bien lui faire manger des choses équilibrées, machin. Bien sûr que derrière se pose la question en filigrane de manger, bouger, bouffer des vitamines, 5 fruits et légumes par jour, n'oubliez pas les produits laitiers, et puis la viande, pas trop. Mais c'était absolument pas mon objectif. Moi, j'avais envie, comme j'essaye de le faire en général, de faire réfléchir en souriant et sourire en réfléchissant. Je me dis que si le livre pour enfants a une fonction, réellement c'est peut-être celle-là. En tout cas, c'est ce que je crois et c'est ce que je voulais faire, mais pas du tout dans le cadre d'un programme. Voilà, j'avais la gamine qui était devant son assiette, elle fait des cauchemars avec des tomates qui lui jettent des cailloux. C'est absolument pas moralisateur, en aucune façon. Et à la fin, d'ailleurs, on ne dit même pas si elle mange vraiment des légumes. Je crois que c'est super important ce que tu viens de dire. C'est clair que, si on se met tous d'accord pour dire que la littérature c'est de la fiction, qu'on met à part les documents qui là ont un vrai but pédagogique, la littérature, ça doit rester son but, ça doit être le divertissement, le loisir, le plaisir et l'émotion. Il ne faut pas qu'on s'éloigne de ça, sinon on va détourner les enfants. Et ils auront bien raison de la lecture, quoi. Et après ils vont regarder de la télé-réalité, ça sera notre faute. Là, pour le coup, je me place plutôt du côté lecteur, en ayant aussi un pied en librairie jeunesse et en lisant beaucoup d'ouvrages jeunesse, adolescents. Et je suis toujours étonnée, en fait, de trouver des sujets qui sont lourds. Je trouve très peu d'ouvrages d'auteurs français, hein. Pas de droit étranger, de rachat de best-sellers étrangers. D'ouvrages qui ont toujours une thématique très lourde. Les parents sont séparés, il y en a toujours un ou deux qui a une maladie grave. Et je trouve ça, moi qui en lis beaucoup, c'est pesant. Des fois, je reprends de la littérature adulte pour me changer les idées parce que je trouve très peu de romans ados où on sort de là avec un côté léger ou sympa ou qui véhicule de la bonne humeur. C'est souvent des sujets qui sont écrasants, plombants, et ça m'interpelle. J'en discute avec mes collègues libraires parce que je trouve ça quand même assez curieux et étonnant. Je sais pas si... adolescente, moi j'ai 26 ans, donc j'ai pas envie de lire des choses qui sont lourdes. J'ai envie de me détendre. Pour moi, la lecture, c'est de la détente. Voilà. Audrey Michelson, vous n'aviez pas l'air très d'accord avec... Pour reprendre le cas de la littérature adolescente, il me semble qu'en effet, oui, au sein des bibliothèques de Val-de-France, on a des comités ados. Et c'est vrai qu'on s'en amuse quand on présente des romans aux ados. Il arrive que successivement, on ait une série de livres avec la mère qui est malade ou l'enfant qui a perdu ses 2 parents, etc. Bon, c'est vrai qu'il y a ces thématiques-là, mais il y a aussi des choses plus légères des fois qui sont abordées. Tout ce qui tourne autour des relations sentimentales, ça représente quand même une grosse partie aussi de la littérature adolescente. Des fois traitée sérieusement, mais aussi des fois traitée de façon légère, et tant mieux. Je veux dire, je pense que justement, la richesse de la littérature jeunesse aujourd'hui fait qu'il y a beaucoup de choses avec des sujets sérieux qui sont abordés, mais il y a aussi, que ce soit pour les petits ou pour les ados, vraiment des choses très très légère, avec très très humoristique, très drôle, où on s'amuse du quotidien, Il me semble que je crois que ça dépasse un petit peu le débat de la littérature ado. C'est toute la littérature. Il faudrait demander aux auteurs, mais je crois qu'il y a beaucoup d'auteurs, pour en avoir parlé avec quelques-uns, qui ont peur s'ils font un roman qui va parler d'amour. Si ça se termine pas mal, ils vont avoir peur de faire un truc à l'eau de rose, quoi. Donc je crois que c'est un peu ça le fond du problème, quoi. Et c'est pas spécifique, je pense, à la littérature ado. C'est mon sentiment. Moi, je pense que la littérature ado aujourd'hui, le problème, c'est que les bons titres avec une vraie écriture sont effectivement souvent très lourds.
Et je vois donc au sein du Centre national de la littérature pour la jeunesse, on fait une sélection annuelle des meilleurs livres, et on a fait une rubrique plus de 15 ans. Il doit y avoir un livre léger. Tout le reste, c'est viol, suicide, torture, guerre, le divorce, ça devient banal, hein, c'est vraiment. Mais seulement le problème, alors moi ça me plombe, j'en peux plus et je trouve ça désespérant et j'ai pas envie de donner ça à lire. Voilà, le problème c'est est-ce qu'il y a un public et est-ce qu'il y a vraiment des gens, des jeunes qui lisent tous ces livres-là? J'en suis pas complètement sûre. Par contre, ce dont je suis sûre, c'est que ce sont des vraies écritures, des gens qui disent des vraies choses et qu'il y a une, enfin voilà, on les garde parce que au point de vue littérature, c'est vraiment de la vraie littérature. Pour rebondir là-dessus, effectivement, donc j'ai été libraire jeunesse. Ces livres sont très bien écrits, c'est vraiment de la vraie écriture. Il y a de la psychologie des personnages, on rentre dedans. Mais à moi à conseiller. J'ai du mal parce que c'est des sujets qui sont lourds et je me vois pas si l'enfant, parce que souvent c'est pas les enfants, ça peut être les parents, c'est un cadeau. Je me vois pas proposer ça comme livre quand on raconte l'histoire, effectivement. Et il y a très peu de titres de bons auteurs français, tout en étant une très bonne littérature, de sujets joyeux, agréables, sentimentaux que je propose. J'en viens à peut-être 5 ou 6 auteurs parce que, et par contre j'en ai une vingtaine de très bons titres, mais avec des sujets un peu plus plombants, pour revenir là-dessus. Donc à vous entendre, la littérature jeunesse peut parler de tout. D'ailleurs, j'étais un peu surpris de l'intitulé de l'atelier. La littérature jeunesse peut-elle, doit-elle parler de tout? C'est pas une question qu'on poserait vraiment pour la littérature qui ne serait pas de la littérature jeunesse, puisque la littérature par essence est ouverte, n'a aucune frontière. Et j'ai envie de vous poser une autre question, c'est oui, la littérature jeunesse peut et doit parler de tout. La seule question à poser, c'est comment en parler à un public différent et comment segmenter les publics, c'est-à-dire comment choisir les âges et comment s'adresser à chaque âge de manière spécifique. Alors là, on aborde la triste question de la tranche d'âge qui est écrite en 4e de couverture et qui, moi, me fait toujours beaucoup de chagrin. Parce que si, évidemment, pour tel ou tel bouquin, j'envisage des gamins de 4 ans, ou plutôt des enfants de 14, enfin des jeunes gens de 14, des ados de 14. Je pense toujours en transversal. Et lorsque j'écris pour des très jeunes, je sais très bien que ces très jeunes ne liront pas tout seuls, ou pas tout de suite tout seuls. Et je pense aussi au papa, la maman, la babysitter, le grand frère, la grande sœur, qui va scoltiner l'histoire. Je me dis que ça pourrait être intelligent que l'adulte passe peut-être aussi éventuellement un moment agréable avec. Donc le coup des tranches d'âge, c'est terrible, parce que chacun se renvoie la balle. Les éditeurs disent c'est les libraires qui en veulent, les libraires disent ça rassure les parents disent ah ben il y en a donc on s'en sert. Moi ça fait partie des choses qui vraiment me font du chagrin. Je trouve qu'une bonne histoire, enfin je veux dire, vous prenez par exemple Le Prince de mots tordus, enfin si vous avez 75 ans, normalement ça vous plaît. Je pense que quand une histoire est bien écrite, quel que soit le sujet qui est abordé, quand c'est bien écrit, quand c'est dessiné de façon juste et touchante, ça touche tout le monde. Chacun peut y trouver son compte. Le petit comprendra peut-être pas forcément tout, il aura peut-être besoin de l'aide d'un plus grand, ou au contraire ce sera plus pour lui et c'est le plus grand qui va trouver des choses et qui va s'éclater en voyant des choses dans un livre pour petits. Mais je pense sincèrement que en fait il n'y a pas d'histoire d'âge. Il faut vraiment essayer de faire des livres touchants. Voilà, on va dire. Oui, puis il y en avait un qui avait dit de 7 à 77 ans, c'était pas très idiot comme manière de dire. Je suis d'accord et pas d'accord. Je pense quand même, quand on écrit pour les enfants, surtout un public d'enfants, je parle pas des adolescents, il faut quand même que quelque part on se pose la question
du public destinataire. La littérature pour la jeunesse, c'est la seule littérature qui se définisse par son public. Il y a de la littérature populaire aussi, on va dire. Et sinon, c'est une littérature de genre, hein, c'est des polars, c'est de la SF, c'est du roman. Ouais. Là, la littérature de jeunesse, ça se définit par son public. Et donc, quelque part, on est obligé... Moi, je ne crois pas trop à la pirouette de l'écrivain qui dit j'écris et puis c'est l'éditeur qui met dans une collection pour enfants. Oui, au niveau des ados, mais au niveau des 7, 8, 10 ans, il y a quand même une contrainte. L'enfant, il n'a pas toutes les données. La grosse différence entre un lecteur enfant et un lecteur adulte, c'est qu'un lecteur enfant, il sait qu'il ne sait pas, il se pose des questions, il cherche des réponses. Un lecteur adulte, il croit savoir. Et il n'est pas du tout dans le même état d'esprit. Donc oui, un livre pour enfants, un bon livre pour enfants va plaire à des adultes. Moi, je lis la littérature pour la jeunesse depuis près de 40 ans. Je m'ennuie mortellement sur certains et j'ai beaucoup de choix sur d'autres. Par contre, un livre pour adultes ne va pas toujours aller correspondre à un lectorat d'enfants. Enfin, il faut quand même... Oui, mais enfin, il faut faire attention à ça aussi. On n'a pas dit ça, mais disons, je prendrais un exemple dans ma production. J'ai fait toute une série d'albums sans texte. C'est de la bande dessinée qui est à destination au niveau du public visé de départ. C'est clairement les maternelles, les enfants qui ne savent pas lire, et dont le but, c'est que ces enfants puissent s'approprier le livre, s'approprier l'histoire, utiliser leurs propres mots pour la raconter. L'idée, c'est que ce soit eux qui racontent leur histoire à leurs parents. Et on s'est rendu compte que ces livres touchaient bien sûr les tout petits, mais bien au-delà des tout petits. Précisément parce qu'il n'y avait pas le barrage de l'écrit, il n'y avait pas de mots à lire et que chacun pouvait y mettre ses propres mots. Et c'est ainsi que des livres qui sont écrits, dont les histoires sont très simples, prennent des dimensions tout à fait étonnantes selon l'âge du lecteur. Et puis pour développer, quelles que soient les précautions prises par l'auteur et l'éditeur pour essayer de trouver une tranche d'âge, on ne sait jamais c'est ça que je trouve génial, et on ne sait jamais ce qui peut faire très peur à un enfant. Ou on sait jamais ce qu'on s'attend à. Moi, par exemple, enfant, j'ai été abreuvé d'images ultra-violentes sur TF1, comme tous ceux de ma génération, j'imagine. Ça m'a pas du tout traumatisé. Par contre, je me souviens, alors, j'ai pas réussi à retrouver l'édition, mais je me souviens que ma grand-mère m'avait lu un Barbe Bleue. Et alors la scène où la pauvre femme de Barbe Bleue entre dans la pièce où toutes les femmes sont égorgées, alors ça, je m'en souviens encore. Hein, c'est pas, moi, je comprends que des parents puissent dire, ils veulent pas faire peur à leur enfant, mais c'est un vrai exercice d'équilibriste, quoi. C'est pas si facile que ça à déterminer. C'est mon rassurant ce que vous dites, que finalement le livre peut marquer plus que des images de TF1 en l'occurrence. En tout cas, ça c'est clair. Et justement, alors, vous refusez, si j'ai bien compris, les tranches d'âge. Un livre doit pouvoir s'adresser à tout le monde, mais la question que j'ai envie de vous poser néanmoins, c'est est-ce qu'il y a un moyen quand même spécifique de s'adresser aux plus petits? Est-ce qu'il y a un ton à adopter? Comment faire? Puisque j'entends bien qu'une littérature pour enfants ou pour adolescents peut toucher des plus grands, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même une nécessité de trouver un ton, de trouver un terrain? Bien sûr, au niveau du fond et de la forme. C'est pour ça, lorsque Aline disait... bien sûr qu'il y a des précautions à prendre, il y a des choses à faire. Quand on s'adresse à des petits gamins, évidemment qu'on ne va pas s'adresser de la même façon. Et que lorsque je disais tout à l'heure que les tranches d'âge me faisaient du chagrin, c'est lorsque je vois 7, 9, et que je sais très bien que le papa ou la maman qui veut offrir le bouquin à son enfant qui a 8 ans et demi va pas le prendre parce que non, c'est pour les 7-9, ça va pas lui plaire. Alors que normalement ça devrait lui plaire. C'est fait pour lui. Donc, je ne sais plus qu'est-ce que c'était la question. C'est ça. C'est ça, voilà. Et justement, en fonction du lecteur à qui elle s'adresse, de l'âge à qui elle s'adresse, est-ce qu'il y a des sujets qu'on doit s'interdire ou est-ce que c'est un état de la société qu'on peut vraiment parler de tout? Non, alors, moi je crois... Pardon. Non, moi je crois qu'on doit s'interdire strictement rien. Ce qui est important, c'est la façon dont on va le dire.
C'est sûr qu'on peut parler d'un sujet tabou comme la mort à des tout petits. On peut en parler à des adolescents ou à des adultes, voire des personnes âgées. On n'utilisera pas les mêmes mots et on n'utilisera pas le même langage graphique. Et c'est pareil pour tous les thèmes qu'on va aborder. Moi, personnellement, je cherche systématiquement à trouver un dessin qui va coller le plus près à l'univers de l'auteur, au thème et à la tranche d'âge, au cœur de cible, on va dire. Mais c'est sûr qu'on on n'utilise pas les mêmes mots et on n'utilise pas les mêmes graphismes selon les tranches d'âge. Oui, et puis je rajouterais aussi qu'il y a des livres pour lire seul et des livres à lire accompagnés qui permettent d'ouvrir, qui se terminent sur... qui ouvrent le débat et qui permettent à l'enfant d'en discuter avec l'enseignant, d'en discuter avec ses parents. En tant que bibliothécaire, il y a certains livres qu'on va conseiller si c'est le parent qui vient nous chercher. En disant voilà, j'aimerais aborder tel sujet avec mon enfant, est-ce que vous avez des livres sur ce sujet? On va lui conseiller plutôt ce livre-là, alors que ça peut arriver que des enfants viennent nous voir en ayant des demandes précises. Si c'est un livre à lire tout seul, ça va pas être forcément le même type de livre, que ce soit littérature ou documentaire d'ailleurs. Donc il y a aussi ça, c'est que la littérature jeunesse permet d'aborder les sujets de façon différente selon les tranches d'âge. Bon, ça, voilà, c'est aussi discutable. Il y a plein de collégiens qui vont voir les livres pour les tout petits et qui s'éclatent, mais aussi en fonction du rôle qu'on donne au livre, hein, voilà, et à sa place dans la famille ou dans la classe. Voilà. Alors, on peut aborder de tout, et on aborde tout dans la littérature pour la jeunesse, et ça serait ridicule de ne pas le faire, parce que l'enfant, c'est pas un pays protégé, et un enfant, il est confronté à plein de choses violentes, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, ça ne change rien. Il faut se souvenir que dans les années 80, c'est pas il y a très longtemps, on parlait pas du tout de la mort aux enfants. On ne parlait pas non plus de l'actualité. Aujourd'hui, on parle de l'actualité dans la littérature pour la jeunesse. Je pense par exemple à un titre récent qui s'appelle Fugueuse aux éditions d'Urberg, qui met en scène Notre-Dame-des-Landes et donc des jeunes filles qui fuguent et qui vont naïvement, toutes pleines d'ardeur militer, qui se rendent compte que c'est pas non plus un pays rêvé, mais voilà, c'est un livre qui ferme pas du tout. D'ailleurs, ces deux copines, il y en a deux, elles choisissent finalement des chemins différents. Et voilà, c'est une vraie réflexion. Donc, je pense qu'on peut vraiment parler de tout. Mais l'importance, surtout pour les plus jeunes, mais même pour les ados, c'est de laisser une fenêtre ouverte, c'est pas de plomber, c'est de pas être... voilà, et de pas donner de leçons. Et que chacun se fasse... Il faut aider à ce que chacun trouve son chemin et puis donner peut-être aussi des modèles. Je pense à un autre roman de Xavier Laurent Petit, qui s'appelle Maestro, qui met en scène un chef d'orchestre dans un pays indéfini d'Amérique latine et qui monte un orchestre avec des enfants des rues. Voilà, c'est basé sur quelque chose, sur une vraie histoire, mais il en a fait un roman. On peut montrer des tas de choses, montrer la misère, mais aussi, il ne faut pas oublier que les enfants à qui on donne à lire ces livres, c'est des enfants qui sont dans notre monde et qui vont être acteurs du monde à venir, et qu'il faut leur dire que la désespérance, elle n'est pas obligatoire. Certes, il y a des choses dures, mais qu'on peut aussi, chacun à notre niveau, être acteur et faire en sorte que ça évolue un peu. Oui, et ce qui est bien pour les plus petits, c'est vraiment l'illustration. Moi, je trouve que ça, c'est un outil merveilleux.
Donc nous, là, cette année, on a publié un album qui s'appelle Oreille Papillon, qui m'enseigne une petite fille qui, à son arrivée à l'école, c'est ça, on a tous vu ça, on a tous connu ça, et tous les enfants connaîtront ça, on se moque d'elle, quoi. Et elle va trouver le moyen de se défendre par elle-même. Elle va pas être sauvée par quelqu'un d'autre, c'est elle qui va trouver la solution. Et là où l'illustration, et c'est ça, je rejoins ce que vous dites, l'illustration est très joyeuse, les couleurs sont très vives, ça se termine bien et c'est éclatant de couleurs. Et donc je pense que sur un sujet difficile comme ça, l'illustration vient vraiment au secours de l'auteur, du scénariste, quoi. Oui, ce qui est important à nouveau, c'est comment, par quel médium et par quel moyen on va parler aux enfants. Alors, il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est ce que vous développez chez Calicéphale. Vous travaillez tous les deux sur des kamishibai. Les gens ne savent peut-être pas forcément ce que c'est. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à la fois son origine, comment il fonctionne et quel apport ça peut avoir dans la manière de parler au jeune public, aux enfants? Alors effectivement, le kamishibai se distingue de l'album. Donc déjà, j'en ai pas avec moi, ce sont des grandes planches d'un format A3 qui s'insèrent dans un théâtre en bois. D'un côté, vous avez l'illustration face aux enfants, aux spectateurs, et de l'autre côté, vous avez le texte. Donc vous racontez l'histoire en tirant les planches les unes après les autres. Et on sort un petit peu de l'album parce que on peut sortir du texte, c'est-à-dire l'adapter en fonction des enfants que vous avez devant vous, du public, le raccourcir, adapter le vocabulaire, ou alors en faire vraiment un conte, un petit spectacle vivant. Ces supports-là sont de plus en plus demandés dans les écoles. Mais nous ne proposons qu'une il n'y a aucun aspect pédagogique dans ce que nous faisons. Ce sont des histoires, des fictions, et on ne cherche pas à démontrer des thèmes ou des valeurs à l'intérieur. Mais il y a un côté effectivement médiation qui est assez présent, parce que avec les enfants, il peut y avoir un questionnement sur les sujets des kamishibai ou des histoires qui sont traitées. Après, c'est surtout à l'institutrice, à la maîtresse de mettre ça en place, et qui va, elle, rebondir sur l'histoire, rebondir sur les personnages, mais c'est jamais donné, conseillé. Et ça nous est souvent reproché par les enseignants de ne pas mettre de fiches pédagogiques, de ne pas mettre d'axes en fait sur nos produits et nos histoires. Et c'est quelque chose qu'on ne souhaite pas faire, parce qu'on voudrait que ça soit vraiment à la liberté de la personne qui raconte, de s'en inspirer et de sortir de l'histoire pour développer d'autres sujets, aborder d'autres spécificités. On vous reproche de ne pas assez cadrer finalement l'histoire. Voilà. Et je crois qu'actuellement, il faudrait que tout soit cadré et rentre dans des thématiques, des domaines bien précis, comme pour les classes d'âge. Ce qu'on ne fait pas et ce qu'on souhaite effectivement ne pas faire. Mais c'est pas évident quand même. Parce que ça nous est vraiment demandé d'avoir des axes bien définis, des âges, des tranches d'âge et tout ce qui s'ensuit. C'est ce que du coup a fait Ati Éducation. Quand ils ont racheté des histoires en kamishibai, ils ont accompagné leurs histoires de dossiers pédagogiques très complets, très directifs. Alors ça plaît sans doute à certains enseignants, mais j'ai aussi entendu beaucoup d'enseignants qui s'en fichaient royalement de ces cahiers pédagogiques et qui préféraient justement faire comme ils l'entendaient. D'autant plus que le kamishibai a ceci d'intéressant, c'est que ce sont donc des planches, elles ne sont pas reliées, vous pouvez les utiliser comme des images seules, vous pouvez faire parler, vous n'êtes même pas obligé de raconter une histoire avec l'ensemble des images, vous pouvez faire parler votre groupe d'enfants, vous pouvez faire énormément de choses, vous pouvez mélanger les images, leur faire raconter d'autres histoires avec. Maintenant, c'est vrai que le kamishibai est un outil qui est pas forcément toujours très évident à la narration, parce que c'est une sorte de livre-objet, de livre-jeu, les images se superposent. Est-ce que c'est encore un livre du coup? Est-ce que c'est pas presque le support dans un spectacle vivant ou... Pour moi, ce n'est plus un livre. On est dans le domaine du spectacle, du théâtre. Je suis d'accord avec toi. Ça sort du livre, où le livre est plutôt personnel. Après, on peut le raconter le soir avec les parents. Il y a ce côté d'histoire du soir. Mais le kamishibai a une dimension beaucoup plus ouverte, plus théâtrale, côté spectacle aussi. Et ce que je trouve ça assez impressionnant, et ce qui m'étonne, me ravit toujours, c'est que dès qu'on le montre à des adultes, ils sont aussi captivés que des petits enfants, parce que c'est aussi l'objet qui est nouveau.
et la façon de raconter, mais ça captive les petits et les grands. Et ça rappelle un peu les lanternes magiques d'autrefois. Mais avec ceci de différence, c'est que comme vous tirez les images, en tirant l'image du dessus, vous dévoilez une partie de celle du dessous. Et en les arrêtant, vous constituez de nouvelles images qui sont cohérentes. Donc vous créez des effets de surprise, vous créez des effets de travelling, vous créez des mouvements dans les images, des déplacements de personnages physiquement, vous les voyez se déplacer, ça devient presque du dessin animé par moment. Donc c'est très très amusant, mais c'est sûr que du coup parfois ça peut rendre les choses compliquées. C'est peut-être pour ça aussi qu'on a des demandes plus. Après, je pense que ça reste aussi un livre. Je trouve que le livre est le seul objet où l'imaginaire peut être encore vraiment présent. Le film nous cadre plus parce qu'on a un aspect visuel. Le livre, notre imagination, je ne connais pas d'autre support qui permet vraiment de faire travailler notre imagination et dans une durée en plus qui est pas forcément là pour le Kamishibai, mais dans une durée qui nous est propre. On peut s'arrêter et tout, et c'est quand même un plaisir qu'on peut pas retrouver dans d'autres supports. Oui, d'ailleurs, par rapport au travail sur l'imagination, on parle beaucoup de visuel, on parle beaucoup maintenant on vient d'en parler beaucoup, surtout avec le Kamishibai, que j'ai appelé l'autre jour Tamagotchi. L'air très bête. Donc le visuel, l'image est très importante, est très sympa, est très magnifique, et on se rappelle tous de certains bouquins qu'on avait quand on était petit, avec telle ou telle image. Oui, la femme de barbe bleue qui découvre des choses épouvantables. Moi, j'ai un souvenir très précis de Podane qui était en train de faire son gâteau. Je cherche depuis sur eBay et dans tous les vides-greniers possibles ce bouquin que je ne retrouve plus. Mais je me dis que par rapport à ce que tu disais en termes d'imagination, il peut y avoir peut-être aussi, même pour des très jeunes, à côté du livre illustré, le conte ou l'histoire sans dessin. Parce que je crois qu'on peut aussi essayer de faire imaginer justement des choses. J'ai un exemple très précis, Harry Potter. Tout le monde connaît Harry Potter, on aime, on n'aime pas. Moi, j'aime bien, je trouve que cette femme a fait quelque chose d'extraordinaire. Depuis que le film existe, plus personne n'imagine Harry Potter autrement qu'avec la tronche de l'acteur qui a incarné Harry Potter, qui fait ça très bien. Je veux dire, il ne s'agit pas de rentrer là-dedans. Quand on parle de Blanche-Neige, alors là, on est aussi dans de l'animé, dans du dessin animé, dans du film ou du dessin animé, mais tout le monde voit Blanche-Neige comme la Blanche-Neige de Walt Disney, ce qui est complètement idiot. On devrait avoir d'autres choses. Donc le fait de raconter sans visuel, sans que ce soit du film, du dessin animé, ni même du livre illustré, ça peut aussi donner une place supplémentaire à l'imagination du gamin. Et je donnerai juste un exemple très précis. J'avais travaillé à un moment sur des monstres imaginaires dans un livre qui abordait la mort, justement. Et j'avais fait très attention dans mon livre à parler de 3 monstres qui étaient censés être dans l'armoire du gamin, qui avait la trouille. Et je disais, je ne les ai jamais vus, mais je les imagine très bien, ces monstres. Il y en a un petit rouge avec des grandes dents, un jaune qui sent mauvais et un vert, je ne sais plus, comme ça. Et je m'étais dit, je veux que chaque enfant puisse imaginer ses propres monstres. Je ne veux pas qu'il y ait une illustration de ces monstres. Ça m'énerve qu'il y ait une... Et je me suis retrouvée avec des espèces de barbapapa qui avaient été dessinés par l'illustratrice. J'étais très fâchée. Et je me suis dit, il y a vraiment aussi un travail à ce niveau-là à faire en termes d'imagination. Alors, ça peut s'appuyer aussi sur de l'illustration en ne montrant pas tout. Alors justement, en tant qu'illustrateur, est-ce que vous montrez tout, notamment pour le Kamishibai, comment la narration est extrêmement importante. Comment laisser la place au vide, à l'imaginaire, à la parole? Est-ce qu'on s'interdit des choses? Est-ce qu'on ne montre pas? Il y a une monstration qui est moindre? Non, l'illustration, que ce soit au Kamishibai, dans l'album, dans les romans jeunesse, dans toute la littérature jeunesse, l'illustration est au service du texte et donc de la narration. Il ne s'agit pas pour l'illustration de faire un copier-coller de ce qui est raconté. Il s'agit clairement de dire ce que le texte sous-entend, de dévoiler des choses
que le texte soit ne dit pas, soit sous-entend tout ce que je disais. Mais et c'est pareil pour le texte. En kamishibai, je ne fais plus. Quand j'écris une histoire en kamishibai, j'en arrive à ne plus faire de description, puisque l'image décrit. Je ne fais plus que du dialogue. Au final, mes histoires se lisent comme des pièces de théâtre, avec des images en fil conducteur. Mais dans l'album, oui, c'est une interaction entre les deux. Sinon, c'est redondant, sinon ça n'a aucun intérêt. Oui, c'est vrai que pour ça, le kamishibai, c'est peut-être le support par rapport aux albums où l'illustration a peut-être une prédominance en fait, parce que c'est ce qu'on voit, le texte on ne le voit pas, et justement on peut jouer avec, comme je disais au préalable, le raccourcir, en sortir, ou complètement prendre une autre histoire et faire raconter aux enfants. Il y a aussi ce jeu où on tire les planches et de jouer avec l'illustration qui n'est pas faisable forcément dans les albums où on tourne les pages et il n'y a pas de suivi les uns avec les autres. Alors, revenir au livre qui était le kamishibai, à vous écouter, à vous entendre tous, j'ai l'impression que la littérature jeunesse, oui, a épousé les évolutions de la société, oui, parle du chômage, oui, parle des difficultés sociales, oui, parle des grands problèmes de société actuels. Et vous avez l'air tous de regretter le côté un peu lointain magique, le côté rêve. Est-ce que justement, à force de devenir le miroir de la société, cette littérature n'a pas perdu sa vocation, une de ses vocations premières, selon moi, qui suis en candide dans la matière, qui est celle de faire rêver les enfants? Personnellement, sur les 40 albums que j'ai publiés, j'en ai fait aucun sur la société. Donc, tout mon travail consiste à amuser, à faire rêver et à éveiller l'imaginaire. Donc, je ne suis pas dans cette mouvance qui cherche tout le temps à faire réfléchir sur des grands sujets de société. Non, je suis plus candide, un peu comme vous. C'est vrai que beaucoup de livres abordent la société, mais on peut voir ça autrement. C'est-à-dire que le décor de la narration se situe dans un décor d'environnement de l'enfant. Quand on s'adresse aux enfants, ou je parle plutôt des jeunes, on va leur parler de la société dans laquelle ils vivent, c'est-à-dire finalement l'école, la famille, et c'est pas plus mal que ce soit l'école et la famille qu'ils connaissent aujourd'hui, parce que il faut pas être complètement déconnecté non plus. Ça n'empêche pas l'humour, ça n'empêche pas des sujets de difficulté. Tout, c'est de la façon dont c'est traité. Et je pense que, la littérature, elle évolue avec la société, et ça se voit beaucoup dans la presse, mais ça se voit aussi dans les livres, et c'est normal, voilà, par quelque chose. Moi, il me semble que, comme je disais tout à l'heure, il y a un panel de littérature jeunesse aujourd'hui qui fait qu'il y a de la place pour tout, et l'un exclut pas l'autre. Et il y a aussi toute une production éditoriale qu'il n'y avait pas, même quand j'étais moi enfant, avec une qualité d'impression, etc., qui développe aussi l'imaginaire et qui met en valeur le travail des illustrateurs, par exemple, avec des livres magnifiques en 3D aussi, tout ce qui est pop-up, qui est beaucoup plus développé qu'elle ne l'était il y a quelques années. Donc l'un exclut pas l'autre. Il y a des aspects en effet qui sont des sujets qui sont abordés qui l'étaient peut-être moins avant, mais il y a aussi toute une partie de livres de très grand format, avec des illustrations très vivantes, avec du 3D, etc., qui permet aussi de travailler sur le côté rêve et imaginaire. Et les pop-up, mettez même un adulte dans une librairie ou une bibliothèque devant des pop-up, si vous entendez pas ouah, c'est qu'il est perdu, quoi. Enfin. Justement, avant, on a évoqué un peu l'aspect politique. On a l'impression que la littérature jeunesse a pu servir
de bouc émissaire. On a eu des attaques assez nombreuses contre un contenu pernicieux d'une littérature jeunesse. Qu'est-ce que ça dit sur notre société, à votre avis? Vous l'avez dit tout à l'heure très justement, les livres qui se sont fait attaquer ont vu leur vente augmenter considérablement, donc c'est pas si mal finalement. Je pense qu'on est aussi beaucoup dans une société où tout le monde essaye de... Enfin, où tout est politisé, on cherche vraiment à prendre parti pour se faire valoir, ce qui est le cas un peu avec l'histoire, avec Jean-François Copé, c'est un petit peu ça aussi. Tout est prétexte, enfin, ils sortent tout de leur contexte pour peu... Alors que finalement la question ne se pose même pas à la base dans une vision objective soit du livre ou que ce soit dans n'importe quel autre domaine. Je trouve qu'en littérature, que ce soit jeunesse ou adulte, c'est un petit peu le cas. On sort de son contexte, une phrase, une thématique, et tout de suite c'est très médiatisé, et puis après chacun en prend son parti et ça en fait débat. Pour le profit après de l'auteur ou qui voit ses ventes exploser. Moi je dirais qu'il y a une tentation assez marquée au niveau des politiques de vouloir dominer le débat. De vouloir dominer leurs semblables et décider de ce qui est bon et de ce qui ne l'est pas et de l'imposer à la société. Bon, ça a toujours existé, et demain ça continuera. Voilà, bon, nous on s'en fiche. Franchement, on s'en fiche royalement. Justement, est-ce qu'il y a, notamment dans les bibliothèques, est-ce qu'il y a une ligne officielle? Est-ce qu'il faut lutter contre une censure? Est-ce qu'il y a une totale liberté? Comment est-ce que c'est organisé, les achats de littérature jeunesse, par exemple? Alors, en ce qui concerne les bibliothèques municipales et intercommunales, on dépend en effet d'une tutelle. Donc, normalement... Enfin, voilà, la tutelle a un droit de regard sur les acquisitions. Après, justement, c'est le rôle des professionnels d'avoir une vraie politique documentaire, de justifier ce que je disais tout à l'heure sur la pluralité des collections, etc., pour présenter l'ensemble de la production éditoriale, que ce soit jeunesse ou adulte. Donc, en effet, il y a une volonté de présenter les collections dans leur totalité, et donc la censure la censure n'a pas sa place en bibliothèque, clairement. Après, c'est sûr que face à certaines attaques comme on a pu avoir au printemps, des réactions de parents qui souhaitent que certains livres soient retirés des bibliothèques, de certains élus qui se posent la question, parce que des élus qui réellement demande à ce que les bibliothécaires retirent des ouvrages, c'est quand même très 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 marginal par bonheur, mais qui se posent davantage la question de savoir est-ce que ce livre-là, on va peut-être plutôt le basculer en adulte ou l'interdire en dessous de telle tranche d'âge, etc. Ça, c'est des discussions à avoir entre bibliothécaires et tutelle et lecteurs et public, etc. pour expliquer, la démarche, quoi. Alors, le phénomène reste minoritaire, mais moi je connais des petites communes rurales en Alsace où le maire a un soin très particulier sur tous les achats de la bibliothèque, et n'hésite pas à dire non mais ça c'est... Enfin, il va jamais dire c'est pas bien pour les enfants, mais il va dire ça c'est un peu polémique, on va éviter. Voilà. Et ça existe. Hein, il y a des choix qui s'opèrent d'essence politique ou polémique, forcément. Alors qu'on devrait interdire parfois l'excès de fluffleurs, petits poneys arc-en-ciel et princesses à crinoline. Justement, André, tout à l'heure, vous aviez évoqué que vous travailliez dans le cadre de votre travail dans un groupe de lutte contre les stéréotypes. J'aimerais juste savoir en quoi ça concerne et comment on lutte contre les stéréotypes, notamment dans la littérature jeunesse. Alors, le travail de la commission, il est plus explicatif. C'est rencontrer des professionnels, faire partie de journées du livre, de formations, etc., pour expliquer comment le bibliothécaire se positionne, quels sont les outils qu'il a à sa disposition pour lutter contre les stéréotypes. On a évidemment, on reprend des bibliographies qui existent pour
pour orienter certaines acquisitions sur des sujets, sur des maisons d'édition ou des thèmes qui sont plus difficiles à aborder pour trouver les bons ouvrages qui traitent de la question. On a monté une exposition autour du genre pour expliquer ce que c'est, pour développer le sujet en utilisant des références d'auteurs américains, d'auteurs français, donner des exemples concrets, que ce soit dans la littérature jeunesse, dans l'art, etc., sur ce que c'est, sur comment on explique ça à ses lecteurs, comment on explique ça à sa tutelle. Enfin, voilà, l'idée, c'est vraiment donc on a 3 axes essentiels, c'est l'interculturalité, le genre justement, et l'orientation sexuelle et sentimentale. Et donc voilà, l'idée c'est de travailler. On peut travailler aussi avec d'autres commissions au sein de l'ABF, la commission handicap aussi, qui travaille sur des questions comme ça de stéréotypes, voir que souvent il y a des croisements. Que l'interculturalité et le genre se mélangent aussi et aboutissent à un nouveau stéréotype. Voilà, on a mis en place un certain nombre de choses. On a un blog, on a une page Facebook évidemment, on a l'exposition, on a différents profils. Moi, je travaille en bibliothèque intercommunale. On a des conservateurs, des étudiants de l'ENSIB. On essaie des gens qui travaillent en bibliothèque universitaire aussi, pour essayer de balayer tous les domaines des bibliothèques et tous les angles possibles, on va dire. Est-ce que vous tous, dans votre travail, cette lutte contre les stéréotypes, c'est quelque chose qui irrigue votre action, que ce soit en tant qu'auteur, que ce soit en tant qu'illustrateur, que ce soit en tant que libraire, éditeur? Tu veux causer? Alors, d'un côté, pour ce que je disais tout à l'heure, nous on ne veut pas rentrer dans des... Même si on nous demande beaucoup de rentrer dans des cases, on préfère pas. Sur notre site internet, nous avons indiqué des âges ou des thématiques sur nos titres, mais ils ne paraissent pas sur les pochettes en fait. Donc c'est-à-dire, si vous voulez avoir plus de renseignements, ils sont donnés effectivement et un âge à partir de, pas une tranche d'âge. Mais effectivement, on veut vraiment s'éloigner des stéréotypes ou on va faire tel sujet parce qu'on sait que ça va se vendre ou parce que c'est à la mode en ce moment. C'est pas du tout notre idée et au contraire, loin de là. Moi, je pense que tous, notre envie à nous, c'est d'aider les enfants à mettre leurs doigts dans un engrenage et qu'ils aiment lire. Et à partir du moment où on a peut-être réussi à faire ça, on est content. Je crois qu'il ne faut pas non plus trop théoriser sur un certain nombre de choses qui existent, bien entendu. Mais comme je disais tout à l'heure, ça peut être l'arbre qui cache la forêt. Je pense que notre envie à nous, quelle que soit notre place dans la chaîne du livre, on est tous amoureux du livre. Et notre plus grand bonheur à tous, c'est de se dire, peut-être qu'un peu quelque part grâce à nous, il y aura un gamin qui se dira chouette quand il voit un bouquin, au lieu de se dire chouette quand il voit Nabila. Oui. Ce qui est peut-être un peu dommage, c'est que les médias grand public ne parlent de littérature jeunesse que quand il y a une polémique, justement. Et sinon, la littérature jeunesse dans les médias, elle est cantonnée à quelques émissions et quelques journaux très, très restreints, à l'audience limitée. C'est pas parce qu'on est dans la jeunesse qu'il faut réduire les livres à des livres à thèse. Il y a des livres. On parle de littérature quand même. Faut pas. Voilà. Donc effectivement, moi, je suis amenée à faire pas mal de bibliographies pour répondre à des demandes très diverses. Et je peux être amenée à faire éventuellement, ce que je n'ai pas fait encore d'ailleurs, une bibliographie sur le genre, mais je vais pas y mettre on va essayer de pas mettre des livres à thèse et mon plus grand bonheur, c'est quand je fais des bibliographies sur des sujets tellement différents, de mettre les mêmes livres, parce que des bons livres, ils abordent plein de choses et les auteurs ont des choses à dire aux enfants. En général, quand on écrit pour les enfants, c'est parce qu'on a quand même quelque chose à dire, mais c'est pas forcément développer une thèse, quoi.
Et je trouve en plus, la littérature jeunesse, c'est aussi quand on est lecteur, c'est dans une période où on se pose beaucoup de questions, on a besoin de symboles un peu forts, de représentations un peu héroïques, où on cherche à s'assimiler dans des comportements, des situations. Et le principal, surtout de la littérature jeunesse, c'est de poser des questions sur soi, sur le monde qui nous entoure. Et donc, justement, comme disaient certaines personnes tout à l'heure, c'est de les laisser ouvertes, surtout. Parce que c'est bien d'aiguiller, mais le principal de la littérature, c'est d'apporter du plaisir et un bon moment, mais aussi de remettre des petites choses en question et de connecter des neurones. Finalement, elle doit donner des repères, elle doit donner des indications sans canaliser l'enfant. Je pense que ça arrive à tout le monde, même encore adulte, j'espère, de lire des livres et de se dire oui, chouette, ça donne un petit coup de pouce, de punch, de dynamisme, et c'est super important quand même d'avoir ça. C'est un peu une aide sans avoir un côté soit moralisateur ou thématique, mais chacun y retrouve différemment quelque chose, un apprentissage qui peut l'aider ou dans un questionnement. Vous entendrez tous, la littérature jeunesse n'est pas spécifique. La littérature jeunesse n'est pas forcément la littérature jeunesse, elle est plus proche de la littérature globalement que d'une quelconque action vers la jeunesse. Mais c'est vraiment spécifique à la France, ce côté de différencier aussi littérature jeunesse et adulte, tant dans les salons où vous n'aurez jamais les mêmes auteurs dans les mêmes hôtels, dans les mêmes tables. Tout est mélangé. C'est vraiment une sous-littérature en France, la littérature jeunesse. Je ne sais pas ce que vous en pensez en tant qu'auteur ou illustrateur, mais c'est quelque chose qui est dénigré, qui paraît très peu dans les médias et autres. Vous allez en Angleterre, il n'y a pas du tout ce côté de différenciation entre ces deux styles de littérature. Oui, et alors le grand paradoxe, c'est que la production en littérature jeunesse en France est assez remarquable, il faut quand même le dire. On peut en être fier, on peut être content. Quand on a le loisir de se promener dans des grandes foires comme Francfort ou Bologne, et qu'on compare un petit peu les productions au niveau mondial, honnêtement, la France est très très bien placée dans la production, autant dans la variété de ce qui est proposé à la jeunesse que dans la qualité de la fabrication. Et cependant, les auteurs vieillesse nous regardent de temps en temps un peu avec un petit peu de condescendance. Exactement. Dans le regard. Même quand ils ont vendu 12 exemplaires de leur truc sur leur grand-père. Voilà. Oui, moi j'ai eu une citation d'Hubert Benkemoun, auteur de littérature pour la jeunesse, qui disait on ne demande pas à un pédiatre de justifier pourquoi il a choisi de soigner les enfants. Par contre, on demande à un auteur de justifier qu'il écrive pour les enfants. Ça représente assez bien, je trouve, l'imaginaire. Par ailleurs, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit. La littérature de jeunesse en France aujourd'hui, on peut en être fier. C'est un espace de liberté et de création fantastique. Voilà. Après, la comparaison avec l'Angleterre est une bonne comparaison. Parce que des auteurs phares en littérature de jeunesse, citons Mario de Muraille par exemple, ils sont connus du cercle dans lequel j'évolue. Je doute fort que si je prends mon micro dans le métro, tout le monde va me dire « Ah oui ». Tandis que Jacqueline Wilson, auteure anglaise, c'est une star. Elle remplit les stades de foot. Les gens viennent l'écouter partout. C'est vraiment quelqu'un qui oui, elle ne peut pas sortir dans la rue de façon anonyme. Ça n'arrive pas en France. Mais la qualité des bouquins, elle est là. Effectivement, et juste aussi pour une question de tarifs, les auteurs jeunesse sont payés 2 fois moins que les auteurs adultes, pour une même qualité et autres. Déjà, on partage les droits d'auteur entre les illustrateurs et les auteurs. Oui, c'est souvent moins, c'est vrai. Justement, cette qualification, plus cette disqualification de la littérature jeunesse en France, on a effectivement l'impression qu'il y a la littérature jeunesse qu'on oublie, qu'on laisse de côté, dont on parle peu dans les médias, c'est vrai, dont on parle peu dans les médias dominants encore, à la télé encore moins. À quoi est-ce que c'est lié, à votre avis, justement ? Comment est-ce qu'on est arrivé à une situation où on a la littérature jeunesse, c'est un truc un peu pas trop sérieux pour les enfants, et la grande littérature avec un L majuscule, où on voit souvent que des auteurs jeunesse, moi je pense par exemple à Philippe Lachermayer qui vend énormément,
qui est à Strasbourg, qui est traduit dans beaucoup de langues, qui est un auteur jeunesse majeur, qui n'est pas du tout connu, alors qu'il est à Strasbourg personne ne le connaît. Et d'où ça vient en fait, cette situation paradoxale et visiblement très française? Je saurais pas trop répondre. C'est un peu pareil dans la bande dessinée. Il y a pas si longtemps, la bande dessinée était vraiment pour les enfants. Et d'ailleurs, on la dénigrait considérablement à cette époque-là. On disait que c'était pas sérieux, qu'il fallait lire des romans, qu'il fallait pas lire des livres dessinés. D'ailleurs, à l'époque, il n'y avait pas non plus en littérature jeunesse la production qu'il y a aujourd'hui. Et puis progressivement, il y a un glissement qui s'est fait. On est passé de la bande dessinée enfant à la bande dessinée ado, puis de la bande dessinée ado à la bande dessinée adulte. Et quasiment aujourd'hui, on ne peut plus faire de la bande dessinée pour enfants. C'est ringard. Alors c'est ringard, ça fait peur, les éditeurs ont peur, ils disent les enfants ne sont pas fidèles, avec eux on n'arrivera jamais à vendre. Voilà. Ce que personnellement je trouve complètement stupide, mais bon. Alors qu'est-ce qui se passe dans la littérature, la littérature jeunesse? J'ai l'impression que c'est un peu la même chose. On regarde ça un peu avec condescendance parce que c'est pour les enfants, c'est pas sérieux. On a le sentiment justement que, c'est peut-être un peu caricatural ce que je vais dire, c'est que quand on s'adresse aux enfants, on ne fait pas un truc sérieux, on ne peut pas faire un truc qui va avoir une valeur artistique, alors qu'Enki Bilal aujourd'hui est considéré comme un artiste, etc. On va s'adresser aux enfants, bon c'est bien gentil, c'est 5 minutes, on n'en parle plus. Mais ça vient peut-être aussi du fait que depuis les années 80, on a un peu voulu traduire tout ce qui se faisait en matière littéraire, graphique, théâtrale. On a tout traduit en art, tout devient de l'art avec un grand A, on fait de la culture avec un grand Q, et puis on veut et on met tout dans les musées. Et au final, tout le monde se prend peut-être un peu pour ce qu'ils ne sont pas. Et au final, quand on ne joue pas ce jeu-là, eh ben on est dénigré. On vient nous dire oh, bon, c'est pas de l'art, c'est pas intéressant. J'étais à Lyon là récemment en dédicace. J'ai constaté à quel point la marionnette de Guignol, qui est de loin un art populaire, est devenu un art élitiste. C'est entré dans les musées, il y a son théâtre. Maintenant, c'est toute la bonne société lyonnaise qui va montrer Guignol à ses enfants pour la tradition, pas pour... Et on ne voit plus Guignol dans la rue. Autrefois, c'était pour tout le monde. Les enfants pouvaient... Ils jouaient dans les parcs. Maintenant, c'est au théâtre. Et c'est pareil pour tout le reste. On met la bande dessinée dans les musées. Voilà. C'est dommage. Je pense qu'on devrait avoir la fierté de dire, bah oui, nous sommes des auteurs populaires, nous sommes des auteurs pour les enfants, nous racontons des histoires pour les enfants, nous racontons des histoires pour le grand public. C'est pas nécessairement de l'art, ça peut être très beau sans pour autant être de l'art, et on en est fiers. Et il n'y a pas de honte à le dire. Justement, est-ce que la situation pour vous peut changer? Est-ce que la littérature jeunesse peut changer de statut en France? Est-ce que c'est souhaitable, en fait, au fond? Oui, mais je ne sais pas si c'est... Alors, c'est un peu paradoxal, parce que j'aimerais bien qu'on en parle un peu plus souvent à la télé, à la radio on en parle un petit peu, mais j'aimerais bien que ce soit encore plus. Mais de l'autre côté, il y a suffisamment de snobisme comme ça dans la culture, sans en rajouter dans la littérature jeunesse, quoi. Donc effectivement, c'est peut-être pas forcément souhaitable, quoi. Juste un peu plus de place dans les grands médias. Dans la littérature ado, il y a très nettement
une reconnaissance des adultes, c'est-à-dire que maintenant on parle de littérature crossover, c'est-à-dire qui est lue à la fois par les jeunes adultes et par les ados. Harry Potter évidemment a marqué a aboli les frontières. Donc oui, je pense que en littérature ado, il y a vraiment c'est vraiment une littérature qui est connue maintenant par les adultes, qui est connue et qui est pratiquée. Et il n'y a plus de honte à lire un roman ado dans le train. Moi qui lisais La Bibliothèque Rose dans le train, parce que voilà, je lis tout le temps dans le train ou dans le métro. De temps en temps, on me faisait toc-toc, complètement débile. Et alors si en plus je pleurais, parce que les sorts me faisaient pleurer, je me couvrais de ridicule que j'assumais très bien. Aujourd'hui, en tout cas, pour on ne se cache plus pour lire Harry Potter, quoi. Enfin voilà, vous voyez des gens de tout âge qui lisent ce type. Donc ça évolue quand même un peu. Cette évolution, elle vient pas justement du passage de la littérature au cinéma, que ce soit pour Harry Potter ou pour Hunger Games ou des choses comme ça. Ça s'est fait avant. Oui, ça s'est fait avant et le cinéma est venu après, je crois. Parce que maintenant, effectivement, il y a un nombre très impressionnant d'œuvres pour ados qui sont passées au cinéma, mais pour répondre, je crois, plutôt parce que les producteurs se sont saisis d'un créneau qui était déjà frémissant. En fait, je crois que ça s'est vraiment fait d'abord par la littérature de genre. Donc c'est la fantaisie et l'imaginaire qui a apporté ça, quoi. Moi, il me semble aussi que c'est la place des ados dans la société qui a un petit peu changé. Alors, par le biais du marketing aussi, qui s'y est intéressé aussi. Et que je pense que c'est aussi pour ça que la littérature jeunesse est considérée un peu comme une sous-littérature. On en revient à ce que je disais tout à l'heure sur la place de l'enfant et l'écoute qu'on a de la parole de l'enfant et de son rôle dans la société de façon générale. Et les ados ont réussi à faire leur place. Alors, d'un côté aussi par le biais du marketing, c'est vrai, mais c'est aussi pour cette raison-là que la littérature ado a une place dans les médias. Parce qu'il y a un marché derrière, il y a on sait très bien qu'un roman ado qui va fonctionner, il y a déjà une adaptation cinéma qui va aller derrière, donc tout de suite la presse s'en empare, tout de suite la presse met en avant le roman avant même que on sache qui va jouer dans le film, quand est-ce que le film va sortir, etc. Donc il y a aussi ce côté-là, il me semble. C'est paradoxal ce que vous dites, puisque la place de l'enfant dans la société, elle est quand même relativement centrale. C'est l'enfant qui est prescripteur pour beaucoup de choses, comme en termes d'achat. Pour le livre, peut-être. Je suis pas du tout d'accord. L'enfant, c'est papa, maman, et quand c'est pas papy ou mamie qui va décider à sa place. Combien de fois en dédicace j'ai vu des enfants désigner à leurs parents des ouvrages parmi ceux que je présentais, et voir les parents regarder ça en disant oh là, je travaille beaucoup la silhouette, alors oh là, il y a trop de noir là-dedans, ça va te faire peur, mais maman j'ai envie, non, c'est pas pour toi, ou alors il y a pas de texte, oh il y a pas d'histoire, voilà. Donc non, c'est pas vrai, l'enfant n'est pas si prescripteur que cela. Ce que tu dis est intéressant, ça veut dire que finalement la littérature jeunesse, hormis la littérature pour ados, s'adresse plus aux parents comme premiers destinataires qu'aux enfants. Complètement. même si nous écrivons des histoires pour les enfants et que nous faisons des dessins pour eux, il y a toujours cette obligation de séduire quelque part le parent ou le grand-parent parce que c'est lui qui a le porte-monnaie, tout bêtement. Mais c'est tout à fait vrai. Je vois en librairie jeunesse, les livres sont super, sont beaux et tout. Et la réflexion immédiate que je me fais après les avoir lus, c'est mais à qui ça plaît aux parents. L'enfant, c'est
Après, c'est la façon dont ce sera raconté, mais la première chose, pour certaines maisons d'édition, c'est vraiment les parents, le visuel du livre, le papier et tout, parce que certaines maisons d'édition font des livres pour enfants avec un papier non verni, c'est-à-dire un enfant se lave pas les mains chaque fois qu'il va toucher un livre. C'est des livres-objets, c'est pas un livre qu'on va poser dans un coin, reprendre après le goûter. C'est des beaux livres, donc ça plaît aux parents. Et c'est vraiment une question aussi qui est là, c'est maintenant les livres dans une librairie jeunesse. Les enfants, est-ce que si vous les laissez tout seuls, ils vont aller vers les mêmes livres que vous choisissez en tant qu'adulte? Et pour en revenir au pop-up, le pop-up plaît énormément aux parents. Et c'est les parents qui jouent avec les pop-up, c'est surtout pas les enfants, parce que les enfants, ils détruisent les pop-up. Oui, simplement, c'est une autre spécificité de la littérature pour la jeunesse, c'est qu'un auteur qui travaille dans la littérature de jeunesse ne peut pas ne faire abstraction du fait qu'il va être lu d'abord, avant d'être lu par l'enfant. Alors évidemment, par l'éditeur, ça c'est le cas de tous ceux qui travaillent dans l'édition, mais aussi le filtre des bibliothécaires, des enseignants, des parents, avant d'arriver dans les mains des enfants. Et la grosse différence avec les ados, c'est que les ados, ils ont de l'argent de poche et un budget, ils peuvent acheter leurs livres. L'enfant, non. Sylvie, on ne vous a pas entendu, vous êtes l'auteur, vous vous adressez aux enfants avant tout, ou bien vous pensez aussi aux parents? Si, j'ai commencé par ça. J'ai dit que je pensais à la personne qui lisait les histoires aux enfants. Et pas du tout aux parents. Mais c'est souvent les parents qui lisent l'histoire. Si, c'est vraiment, pour moi, il faut que ce soit un petit peu transgénérationnel. Parce que sinon, ça ne m'intéresse pas. Alors, il ne s'agit pas artificiellement de dire il y a plusieurs niveaux de lecture, machin, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le coup du je m'adresse à des enfants, donc je vais faire du neuneu. Faut surtout pas faire ça. Je pense qu'il y a hélas des gens qui font ça. Il y a hélas des gens qui sont persuadés qu'il faut que ce soit neuneu pour que ça plaise aux enfants. Il n'y a pas que des gens qui font des choses tout à fait décoiffantes. Déshabillantes et homophiles. Donc il y a plein de gens qui font du spécial gaga en disant voilà, c'est ça. Et quand je parlais tout à l'heure des fleurs arc-en-ciel, paillettes, princesses et petits poneys, c'est un peu ce que je disais. Je crois qu'il faut absolument arrêter ça tout de suite, parce que sinon on va détruire tous les neurones des enfants et on va être bien embêtés après, une fois qu'on aura réussi à les lobotomiser avec ça. Encore une fois, quand une histoire est bien écrite pour les enfants, elle plaît à leurs parents. Elle plaît à mémé qui lui lit. Normalement. Enfin, on essaye. C'est vrai qu'on essaye. Justement, comment est-ce que vous décririez chacun le paysage de la littérature jeunesse? Vous évoquiez les poneys glanglans stupides. C'est peut-être pour ça aussi qu'elle est un peu disqualifiée par rapport à la littérature, entre guillemets, avec un grand L, et aux production pour les parents. Est-ce que ça joue? Est-ce qu'il y a une dominante de la littérature glan-glan? Non, je pense vraiment pas, parce qu'il y a énormément il y a des collections entières pour les adultes qui sont complètement guimauves, quoi. Donc je pense pas que ça soit une spécificité de la jeunesse. Mais... Il y a peut-être des questions dans la salle. Oui, pardon, le temps a passé. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Ils vont tous roupiller. Bonjour, moi j'avais je vais en donner qu'une, voilà, on va commencer par une question. Vous êtes revenu à 2 reprises sur la question du rapport, on va dire du prescripteur ou de l'acheteur du livre, ou de ce que va choisir un enfant par rapport à ce que choisit un adulte. Je voulais aussi vous poser une question par rapport à la lecture. La lecture que va faire un adulte d'un album ou d'un livre jeunesse, elle va sans doute être très différente de celle que va faire l'enfant. C'est peut-être aussi pour ça qu'on brandit certains livres en criant au scandale, alors que les enfants qui vont le lire, en réalité, eux, ils vont les lire autrement. Vous avez parlé de Barbe Bleue, moi je pense à Claude Ponty. Moi, mon gamin, j'ouvre un Claude Ponty en me disant de temps en temps, ah, ou peut-être que ça, et en fait, rien du tout. Il n'y a que moi que ce problème-là va choquer. Donc voilà, je voulais savoir ce que vous en pensez.
Moi, je peux donner simplement l'expérience de bibliothécaire jeunesse de façon générale. C'est que même en étant professionnelle depuis des années, je pense à moi, mais je pense à des collègues qui ont même beaucoup plus d'expérience que moi aussi. Par exemple, on va préparer des histoires pour une classe qu'on accueille, etc., en y mettant un certain thème, en imaginant déjà les questions sur lesquelles on va rebondir, etc., etc. Et on passe tout à fait à côté au moment de l'histoire. On se rend compte que les enfants réagissent totalement différemment. Soit clairement ça leur a pas plu, ça les intéresse pas. Nous on trouvait le livre super pour telle et telle raison, mais on est un adulte, donc on vit pas les choses de la même façon. Ou alors ils vont se mettre à rire à un moment où nous on n'avait même pas vu qu'il y avait de l'humour parce que voilà, enfin on est passé à côté de quelque chose. Donc enfin voilà, en tant que bibliothécaire jeunesse, on est confronté sans arrêt à ça, c'est qu'il y a une différence entre nous, ce qu'on va aimer dans les livres et ce que des fois les enfants vont aimer. Voilà, après un bon livre, comme on disait tout à l'heure, va être aimé par tout le monde, mais on peut pas éviter cette différence de vision, puisque par définition on n'est plus un enfant, donc même si on essaie de garder sa part d'enfant, etc., il y a quand même des choses, et puis c'est plus la même génération aussi, donc il y a aussi des choses qui les touchent différemment de ce qui nous a touché nous, et des choses qu'on n'a pas vues qu'eux ont vues, et vice versa. Pour en revenir à l'histoire de pirates censurés par Hatier, c'est précisément les éléments qui ont été retirés par Hatier qui plaisent aux enfants. Donc les crânes, les squelettes, les bouteilles. Le oui, c'est une bouteille de rhum, la petite chanson en permanence. Ça plaît aux enfants. C'était ce qui faisait le sel, je pense. Et c'est ce qui faisait le sel aussi de l'histoire, oui. Alors c'est sûr, les enfants, ils aiment bien voir un pirate bouffé par un crocodile de façon très trash, surtout si c'est en ombre chinoise. Parce qu'il peut l'imaginer, c'est trash sans être violent, paradoxalement. Et alors c'est très si le fait que la silhouette soit en noir, beaucoup de parents me disent oh là là, ça fait peur, ça va faire peur, tout ce noir. Et en fait, on se rend compte que non, les enfants n'ont pas du tout peur des silhouettes noires, parce que le noir est totalement neutre. Chacun peut y projeter totalement son imaginaire. Alors que vous mettez des ombres en couleur, alors là, vous leur filez à la pétoche, mais très très vite. Je suis tout à fait d'accord, et je crois qu'en plus les enfants ils aiment un peu avoir peur, en fait, se faire peur. C'est typique des enfants de se mettre un petit peu des petites émotions un peu. Surtout quand c'est pour de faux. Mais oui, voilà, surtout dans l'imaginaire, donc avoir ce côté illustration, c'est juste des silhouettes noires, c'est l'imaginaire de l'enfant qui travaille avec ses peurs à lui, c'est pas quelque chose qui lui a imposé, et je pense que c'est plus marquant, là c'est plus son imagination, mais les enfants ils adorent se faire peur aussi. Hein. Et plus on lit des histoires, plus on lit de la fiction tôt à des enfants, et plus ils sauront jouer comme ça avec leurs peurs, et moins ils seront traumatisés. Ils pourront avoir très très peur adolescents sans être traumatisés par une histoire, quoi. Je crois que tout est là. Et c'est le père Fouettard qui parle. On adore faire peur aux enfants. Il n'y a pas je ne sais pas comment on peut appeler ça, une hypocrisie ou un paradoxe de voir qu'on censure une bouteille de rhum ou une tête de mort, alors que l'enfant va être soumis à des choses beaucoup plus violentes ailleurs. Et on les prend pas pour des idiots dans la littérature jeunesse à ce niveau-là. Si, regardez Pirates des Caraïbes, c'est signé par la production Disney. Bon, voilà, personne ne s'interroge sur la violence de certaines séquences. Tout le monde trouve ça normal et les enfants se régalent. Alors on est là, et on nous embête après sur une bouteille dans un dessin. C'est ridicule. Comment est-ce que c'est possible chez un éditeur jeunesse qui est censé être à l'écoute des enfants, savoir
ce qui est en enfance, ses peurs, ses aspirations, comment est-ce qu'on peut arriver à quelque chose qui est assez... Parce que tu racontes un peu ridicule, en fait, finalement. Là, en l'occurrence, Attier, moi, je lui ai dit que j'étais pas d'accord, il l'a quand même fait. Et je lui ai dit, tu ne touches pas à mon texte, il a changé mon texte. Il a fait tout changé. Mais il m'a expliqué quand même, moi je le fais parce que j'avais fait une histoire c'est Attier qui m'expliquait ça, qu'il avait publié une histoire de la chasse au boa, la façon dont on chassait le boa en Afrique. Alors moi ça je l'ai vu moi-même aussi lorsque j'étais dans ces pays-là. Effectivement, quand le boa, il est dans un trou dans la terre, et pour aller l'attraper, on met sa jambe dans le trou. Mais alors, on enlace la jambe dans beaucoup de tissus pour éviter les sucs du serpent, et on met la jambe en appât. Et alors le serpent, il arrive, il monte, il avale la jambe, et puis quand il arrive au niveau de la hanche, il ne peut plus avancer. Là, on prend le couteau et on le tue. Et donc, Attier, il avait publié ça, et il avait eu toute une série de levées de boucliers, des associations de parents qui trouvaient qu'il y avait là une connotation sexuelle. Et donc, suite à ça, il m'a dit, c'est fini, moi, je censure. Plus de Rome avec les pirates. Donc il y a la peur des associations de parents d'élèves, certes, mais il y a peut-être aussi la peur du procès aussi. La peur du procès, la peur juridique de se retrouver pour payer des grosses sommes pour avoir fait l'apologie de l'alcoolisme ou quelque chose comme ça. C'est comme dit Sylvie, on n'est pas aux États-Unis, mais je pense aussi qu'en France, la littérature, c'est quelque chose de sacré, assez élitiste, qui est dans un carcan un peu... sur un piédestal où on n'y touche pas, donc c'est pas comme le cinéma. Le cinéma, c'est pas du tout connoté pareil que la littérature, et je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a encore un côté où on peut pas tout dire et où il y a des polémiques dans la littérature qu'il n'y a pas forcément au cinéma. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? On vous a endormi, ou alors vous avez très faim. Merci pour vos réponses de tout à l'heure. Alors, je suis bien d'accord que les enfants ont peur, mais finalement, ceux qui ont le plus peur dans l'histoire, c'est les adultes, quoi. Mais ma question était une question plus précise par rapport au début de vos interventions. Plusieurs d'entre vous ont signalé que dans la production de romans ados, il y avait énormément de choses lourdes, des sujets peut-être un peu sombres, etc. Je voulais savoir si vous aviez des échos, s'il y avait un moyen en fait de savoir quel est le retour des lecteurs eux-mêmes, ados. Est-ce qu'on a moyen d'accéder à ça ou pas du tout? Quelqu'un s'y colle? Moi, je pense qu'on n'a pas le retour, et c'est vraiment une interrogation que j'ai en tant que professionnelle. On signale un certain nombre de titres, on en recommande, mais après, est-ce qu'ils sont lus par ce public-là? Est-ce qu'ils sont lus tout court? Je n'en sais rien, et à ma connaissance, il n'y a pas vraiment d'enquête. Après, en ce qui concerne les comités ados qu'il y a sur les bibliothèques dans lesquelles je travaille, le retour qu'on a des ados, c'est que globalement, les ados, en particulier les filles, aiment bien pleurer quand même. Voilà. Donc elles aiment bien les histoires tristes. Donc après, ça dépend comment c'est traité. Si c'est lourd, ça dépend des livres, ça dépend du sujet et de la façon dont il est traité. Mais le fait que ce soit un sujet triste, ça plaît aussi. Mais ça dépend du style littéraire, ça dépend. Voilà, il y a beaucoup de paramètres, mais je pense que c'est pas forcément un frein à ce que les ados le lisent. C'est d'ailleurs les mêmes lecteurs qui aiment autant les sujets très lourds, qui aiment les bleuettes aussi. Hein. C'est pas forcément. Je pense que ce qui est commun à la littérature adolescente aussi, c'est qu'il faut. Il faut que l'ado, c'est valable aussi d'ailleurs, pas que pour les adolescents, mais je pense qu'ils y sont plus sensibles, c'est qu'il se passe quelque chose en eux, quoi, que ça
que ça provoque une émotion, que ce soit de la tristesse, de la joie, voilà. Il faut qu'il y ait quelque chose, quoi. Quelqu'un d'autre veut répondre? Vous avez une question? Oui, juste pour revenir sur la question de la censure, on avait enlevé la cigarette à Lucky Luke pour la remplacer par un brin d'herbe. On n'a pas enlevé la bouteille de whisky au capitaine Haddock. Donc tout est relatif et c'est vrai qu'on ne réécrit pas l'histoire et à travers la littérature de jeunesse, il y a des choses qui restent des piliers de la littérature de jeunesse qu'on ne remet pas en question. Alors je crois qu'il faut relativiser aussi cette problématique et les enfants, je crois, font très bien la part des choses. Tout à fait, mais espérons qu'on ne retire pas la bouteille de rhum à Haddock. Pour finir peut-être sur une note alsacienne, Tommy Ungerer, si on regarde bien ces images, il y a des bouteilles qui traînent et des choses pas très nettes. Et ça n'a pas choqué en son temps et ça continue et c'est très bien comme ça. Après, l'expérience qui nous a été décrite, c'est une vraie expérience aussi quand même, donc il faut en tenir compte. Une dernière question peut-être? Je voudrais savoir si vous avez déjà eu affaire à une censure d'un livre étranger par rapport à une différence culturelle. Alors, oui. Je suis habitué aux censures. Mon tout premier livre, publié en 1994, par un éditeur marocain, et l'UNICEF, en coédition. Et donc c'est une histoire qui se passait chez les Indiens d'Amazonie. Et donc la censure, elle était très simple, pas de nudité. Donc il fallait qu'on se débrouille, il fallait que ça soit des Indiens, il fallait que ça reste des Indiens d'Amazonie tels qu'ils sont dans la réalité, mais il fallait pas qu'on voit qu'ils soient nus. Donc ça a été un peu compliqué. Donc je vais jouer avec les éclairages, je vais jouer avec les feuillages, toutes sortes de choses. Mais les Américains sont très friands aussi de ce genre de choses. Notamment, vous avez un certain nombre de cahiers des charges. Vous devez respecter notamment la proportion ethnique des États-Unis dans chacune de vos images. Il doit y avoir tant de Noirs américains, tant de Noirs, tant d'Hispaniques, tant de Blancs, etc. Tant de Juifs, tant de... Une vraie théorie des quotas. Ah, complètement aux États-Unis. Une dernière question peut-être dans la salle. Bon, donc on a tout balayé de façon efficace. Il me reste à vous remercier tous pour vos interventions nombreuses. Et je garderai vraiment une remarque qui est une remarque de bon sens, qui est vraie pour les adultes et les enfants, c'est qu'un livre qui est bien écrit, qui est bien illustré, ça marche. Et c'est heureux. Merci beaucoup.